Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Sophie Gauthier. Ancienne journaliste télé pour BFM TV, puis France Télévisions, Sophie est aujourd'hui la fondatrice de Carnet Goguette, des carnets pour âmes curieuses. Sophie est passionnée par l'humain et de nature très curieuse. Le métier de journaliste est une évidence. Elle prépare les reportages pour la télé. Mais petit à petit, la nécessité de préparer ces reportages de plus en plus vite, les horaires décalés, la précarité avec les CDD à répétition entament sa passion. C'est l'approche des 30 ans qui la font tout remettre en question. Sophie se lance un défi hors du commun, ou plutôt 100 défis, un défi par jour pendant 3 mois avant d'avoir 30 ans, pour se sentir à nouveau vivante. Construire un igloo, faire une thérapie, apprendre une nouvelle langue. Et parmi eux, faire quelque chose de sa passion pour les jolis carnets. C'est la naissance de Carnet Goguette. Aujourd'hui, Sophie est la fondatrice de Carnet Goguette depuis 2023. Des carnets pour âmes curieuses vendus en ligne et au bon marché. Carnets de voyage, carnets d'évolution, carnets de bien-être, ce ne sont pas seulement des carnets, ce sont des guides pour se découvrir le monde et expérimenter. Alors avec Sophie, on a évoqué la pression de toujours vouloir faire plus et les to-do list à rallonge, les comparaisons qu'on peut se faire avec des vies qu'on s'imagine sur les réseaux, l'envers du décor du métier de journaliste, les ateliers d'écriture qu'elle anime et ce qu'elle a appris sur elle grâce à ses 100 défis avant d'avoir 30 ans. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sophie. Bonjour Sophie, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour Claire-Vie, merci de ton invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, donc, je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans, je suis parisienne, je suis née à Paris et je suis journaliste et fondatrice de la marque de papeterie Carnet Goguette. Alors, tu étais journaliste télé, tu as notamment travaillé chez BFM, CNews, France 2, donc des chaînes qu'on regarde. Et aujourd'hui, tu t'es totalement reconvertie puisque tu es la fondatrice d'une marque de papeterie. Tu fais des jolis carnets dont on parlera après. Et alors, comment ça t'est venu cette envie d'être journaliste télé ? Est-ce que c'est en regardant la télé petite que tu as eu envie de faire ça ? Alors c'est drôle, pas du tout parce qu'on regardait pas tant le JT à la maison. On regardait beaucoup Télématin et c'est drôle parce que plus tard j'ai travaillé pour Télématin, donc ça c'était un chouette clin d'œil. En fait à la base je voulais être née, je voulais créer des parfums. Et je te le dis parce que ça a une influence aujourd'hui dans ce que je fais avec les carnets d'expression sensible et la connexion au sens. Et en fait, en grandissant et en réalisant qu'il fallait être bonne en physique-chimie, ce qui n'était pas mon cas, j'ai réalisé que j'étais littéraire, mais j'étais surtout particulièrement curieuse du monde qui m'entourait et surtout que je ne voulais pas faire de métier commercial. Ça, c'était 2 choses qui étaient très importantes pour moi. Je voulais un métier qui ait du sens, un métier qui ne me limite pas dans ma curiosité, dans les rencontres et, comme je le dis là, un métier qui soit profondément humain. Et le journalisme cochait toutes ces cases. Donc après une prépa et des études de communication dans lesquelles je m'étais un peu perdue, j'ai passé les concours d'école de journalisme et je suis devenue journaliste. Et alors, c'était comment ? Est-ce que c'était comme tu l'imaginais ? Parce que moi, c'est vrai que j'imagine quand même un métier assez stressant, qui va vite et il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler à la télé, j'imagine. Alors, il y a beaucoup de personnes. Ce qu'il faut savoir sur le milieu du journalisme, c'est que dès les concours d'entrée, on nous dit à quel point ça va être précaire. Aujourd'hui, c'est un métier qui est en crise. J'ai choisi la télé, pas tant parce que j'étais attirée par la télé, mais parce que c'était un métier où il y avait plus de travail et où on était mieux rémunéré. Et où on faisait plus de terrain. Parce que souvent, quand on est journaliste, ce qu'on aime, c'est aller voir les choses, aller sortir. On n'a pas envie d'être enfermé dans un bureau, on a envie de parler aux gens, on a envie de voir le monde. Et aujourd'hui, les médias ayant de moins en moins de moyens, il y a beaucoup plus de journalistes dans des bureaux qui font des interviews téléphoniques et qui, au final, doivent raconter les choses de cette manière. Et la télé, il y avait cette possibilité, cette obligation, entre guillemets, d'aller sur le terrain avec une caméra. Et donc, je suis entrée dans le milieu de la télé comme ça, un peu par nécessité plus que par vocation au début.
Et je suis entrée en plus dans le milieu de la chaîne d'information en continu, qui était assez nouvelle. Moi, j'ai commencé pendant mes études, donc c'était en 2013. BFM TV commençait à prendre de l'ampleur, mais il n'y avait pas encore le même paysage médiatique qu'aujourd'hui. Et c'était super stressant. Vraiment, je me rappelle mon premier job, je travaillais 6 jours sur 7. J'avais un salaire mais vraiment dérisoire. C'était à la fois extrêmement exaltant, mais c'était le breaking news en permanence. Il fallait jongler entre les inondations à un endroit de la France, et puis ensuite, et ça a un peu affecté, je pense, beaucoup de journalistes, tout le contexte des attentats et des gilets jaunes et voilà toute cette actualité très pesante. Mais oui, c'est assez stressant. Est-ce que c'est compétitif? C'est une bonne question. Je pense que si on veut faire de l'antenne, effectivement, c'est compétitif parce que tout le monde ne peut pas l'être. C'est compétitif entre les médias parce que sur le terrain, il faut aller plus vite, avoir plus d'infos, comprendre les choses aussi de manière de plus en plus rapide. Donc effectivement, on est toujours poussé à donner le meilleur de soi-même. Et alors, c'était comment ton quotidien? Qu'est-ce que tu faisais exactement? Alors peut-être, j'ai fait plein de métiers différents dans la profession de journaliste. Si je prends peut-être le dernier emploi que j'ai eu avant ce que je fais aujourd'hui, parce que j'écris aujourd'hui encore des articles pour des médias, mais c'est plus du tout le même rythme de vie qu'avant. Donc moi, je travaillais pour une chaîne d'information du service public. Je travaillais beaucoup pour les émissions du soir. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas trop préparé en école quand on veut devenir journaliste. Ce sont les horaires décalés, surtout quand on travaille dans le milieu de la télé. Quand on allume la télé à 7h du matin ou à 23h et qu'on voit des journalistes à l'antenne, il faut se dire qu'ils sont déjà au travail depuis 3-4 heures. Donc quand je travaillais pour cette chaîne d'information en continu, j'avais mon planning le vendredi pour les 3 prochaines semaines et je pouvais travailler jusqu'à 11 jours de suite pour soit la matinale, donc être au travail de 4 heures à 9h du matin, soit pour l'émission du soir, ce qui m'arrivait souvent, de 17h à minuit environ. Donc, c'est très impactant pour ta vie perso, j'imagine. Pour ta vie perso, c'est très impactant. Je travaillais 3 week-ends sur 4. Donc là aussi, c'est tout un emploi du temps à adapter. Et on arrive, en général, une demi-heure après notre horaire d'arrivée, on est des petits poules de journalistes à arriver à une certaine heure. On a ce qu'on appelle la conférence de rédaction. La conférence de rédaction, elle est dirigée par le rédacteur en chef et ses adjoints qui vont égrener les sujets d'actualité du jour. Ce qui a été fait avant ou après, en général, en matinale, rien n'a été fait avant, c'était le journal de la nuit, donc on va démarrer la journée. Et donc là, ils vont à la fois établir quels sont les sujets qui vont être traités et comment ils vont être traités. Est-ce qu'ils vont être traités avec un direct sur le terrain, ce qu'on appelle un duplex, avec un sujet desk, qui est là, c'est un journaliste qui est au bureau, qui va monter des images et poser sa voix dessus. Est-ce que ça va être un plateau, où là, on va venir expliquer quelque chose en plateau. Et moi, ce que je faisais beaucoup, c'était la particularité de cette chaîne, c'est ce qu'on appelle un hub ou un barco. Et donc, je préparais à l'antenne sur un écran une histoire. Par exemple, ça va être quel est l'état de l'épidémie du Covid dans le monde. Et donc, j'allais montrer dans chaque pays, voilà ce qui se passe en ce moment à tel endroit, les dernières informations. Ce qu'on peut voir beaucoup dans les chaînes américaines, notamment. Et alors, tu avais combien de temps pour préparer des sujets? Il fallait travailler super rapidement? Super rapidement. Honnêtement, maintenant quand j'y repense, je me dis: «Mais on était vraiment des machines». Tu pas le droit à l'erreur en plus, j'imagine. Ouais, et ça, c'était vraiment, je pense, ma source de stress principale, la crainte permanente, de mal restituer une information. Comme on est quand même là pour simplifier et mettre en perspective en même temps, il faut à la fois qu'on ait tout intégré, qu'on ait réussi à le digérer pour le rendre intelligible et en plus qu'on ait la capacité de donner du recul, de donner des pistes de réflexion, aux téléspectateurs. Donc ça demande effectivement d'être hyper rapide, d'avoir une bonne culture générale, de jamais s'arrêter parce que si pendant une semaine on coupe tout complètement, ben on repart à zéro et puis dès qu'il y a un sujet d'actu, imaginons, un train qui s'effondre à Gênes, et ben il faut tout repartir en fait sur la politique ferroviaire de l'Italie, sur l'état des transports en Italie. En fait, on repart de zéro en permanence. En général, et ça dépend, on peut avoir en matinale de 45 minutes à le soir, on a un peu plus de temps, 2 heures pour préparer. Ah ouais, c'est hyper rapide. Et alors, vers la fin de ta carrière, ton dernier job, tu avais une bonne rémunération par rapport à tes débuts? Parce que c'est vrai qu'on a eu des journalistes dans le podcast et en fait, la plupart commencent chez BFM TV parce qu'ils embauchent justement pas mal de jeunes sortis d'école et c'est pas très bien rémunéré, mais très formateur.
Et est-ce que dans ton dernier job, tu étais mieux rémunérée? Comment tu le vivais? Oui, j'étais mieux rémunérée, déjà parce que le service public a cet avantage d'être très syndiqué et qui dit, syndicat, fort, dit, des conditions de travail qui sont très encadrées. Donc on avait énormément de primes pour les horaires décalés, pour le travail le week-end. Le métier de journaliste, c'est un métier qui a muté. Au début, les anciens journalistes, ils écrivaient juste leur sujet, puis ils avaient un caméraman, un monteur, enfin toute une équipe. Avec les années passant, c'est le journaliste qui maintenant se retrouve parfois à filmer, monter, poser sa voix, faire ses duplex seul. Et dans la chaîne pour laquelle je travaillais, on avait une prime quand on montait des sujets, nous-mêmes, on avait une prime pour plein d'aspects du métier, ce qui est le cas nulle part ailleurs. En tout cas, je connais aucune autre chaîne qui fait ça. Donc on arrivait à un salaire qui était, très confortable par rapport à d'autres. Et comment tu vois l'avenir un peu du journalisme TV? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui regardent la télé, justement en faveur des podcasts, de tout ce qui se passe sur Internet avec tous les médias un petit peu en ligne. Est-ce que tu penses qu'il y a encore de l'avenir pour le journalisme TV? C'est une bonne question. Comme je suis plus, dans cet univers-là, c'est difficile de dire. C'est à première vue, d'un point de vue, voilà, très intuitif, ce qui me vient, naturellement, les JT restent des rendez-vous extrêmement forts. La moyenne d'âge, c'est, 47 ans, je crois, si je fais pas d'erreur. En tout cas, à mon époque, c'était 47 ans la moyenne d'âge de ceux qui regardaient les chaînes du service public. On reste une société vieillissante. Donc il y a quand même un besoin. En revanche, de ce que je vois, c'est que, le contenu ne peut plus, qu'être, en live sur un seul médium. Les jeunes regardent plus la télé, ça c'est vrai, mais ils vont regarder Instagram, TikTok, sur leur ordinateur, des replays ou des podcasts. Et donc il y a d'autres moyens de faire passer de l'information ou de faire de la télé et de l'adapter pour tous ces différents, formats-là. Et puis ce qu'on constate, c'est que cette hégémonie un peu de la vidéo où on doit se mettre en scène, où on doit raconter des histoires, ça fait quand même plein de jeunes qui savent filmer, qui savent raconter une histoire, qui savent, voilà, donc ça donne quand même encore beaucoup de place à la vidéo. Oui, oui, c'est vrai. Et alors, toi, tu t'es reconvertie au Covid, hein, c'est ça? T'as switché au moment du Covid. Comment ça s'est passé? Quel a été le déclic? Alors, donc moi, mon contrat s'est arrêté et j'avais, quelque chose qui est très courant dans le milieu, ce qu'on appelle une carence quand on a fait, beaucoup de CDD. Parce que moi, j'ai fait quand même 46 CDD pour la même entreprise en 1 an et demi. Et donc j'avais 6 mois de carence. Et le Covid, j'ai vécu un Covid qui était un peu particulier parce que moi, j'allais au travail tous les jours. Et c'était, une période qui était, extrêmement intéressante pour les journalistes, où on se sentait vraiment utile. Donc j'ai peut-être pas eu le même quotidien que tous ceux qui étaient enfin extraits de leur vie de bureau et qui se rendent compte à quel point, tout ce qu'ils font peut-être n'a pas autant de sens qu'ils le souhaiteraient. Moi, il y avait déjà quelque chose qui grondait en moi depuis un long moment, d'envie d'aventure, de liberté, de création. Et ça, en fait, ça faisait déjà quand même plusieurs années que ça montait et ça s'est cumulé avec une insatisfaction finalement pour mon métier. Et pas tant pour, le métier en lui-même qui reste ma vocation, première, mais pour la manière dont je pouvais l'exercer. Justement, toujours dans le rush, avec, parfois de la frustration de pas avoir le temps de plus étudier mes sujets, de plus les maîtriser, de plus écouter les gens aussi. Et puis, aussi, cette impression d'être dans un rôle comme, on nous le demande dans la vie professionnelle et c'est sans doute, normal. Mais, voilà, de manquer parfois d'authenticité, de personnalité, de singularité. Et le vrai déclic, ça a été de me dire, en fait, dans 3 mois, j'ai 30 ans. Je pense pas qu'il faille être quelque part en particulier à 30 ans, pas du tout, mais pour moi, ça avait une signification. Et là, en fait, j'ai commencé à me dire: «Mais, là, il y a un truc qui va pas du tout, en fait. Si tu continues comme ça, il y a un truc qui ne fonctionne pas pour toi, qui te ressemble pas». Et donc j'ai eu le déclic de lancer mon projet personnel complètement farfelu et irrationnel, de réaliser 100 défis. Peut-être qu'on en parlera un peu plus, après. Oui, raconte-nous alors. Donc, c'est 100 défis en 3 mois, c'est ça? Puisque tu as un compte Instagram en anglais, 3 mois avant d'avoir 30 ans et tu avais eu un podcast aussi, 30 ans sinon rien. Est-ce que tu continues déjà tous ces médias? Alors le compte Instagram, donc c'est @3monthsbeforeI'm30, c'est ce que tu disais, 3 mois avant d'avoir, 30 ans. Le podcast 30 ans sinon rien, c'est pas le mien, c'est celui de Juliette Galibert qui m'a interviewée
et qui fait un chouette podcast sur les trentenaires. Ah, ok. Et donc le projet, c'était de réaliser un défi par mois pendant 3 mois. Donc j'en ai fait 90 au début. Et comment je m'y suis pris pour réfléchir à ces défis? J'ai listé, c'était vraiment très intuitif. J'ai pas du tout cherché à ce que ce soit logique ou j'ai listé tout ce que je rêvais de faire, tous les sujets que je mettais sous le tapis, que je repoussais, auxquels je voulais pas me confronter, tous les sujets que je voulais fermer. Vous savez, on a toujours ces petits trucs qu'on n'a toujours pas eu le temps de faire et puis qu'on fait traîner, surtout dans nos vies professionnelles hyper chargées. Et puis, j'ai demandé à mes proches de me donner des défis pour pas complètement maîtriser le projet. Et c'est comme ça, je me suis lancée, j'ai fait un défi par jour pendant 3 mois. Incroyable. Et alors, quel a été le premier et le dernier défi? Alors, le premier, c'était de passer mon permis et heureusement que c'était le premier parce que ça m'a pris 2 ans pour l'avoir. Donc voilà, et encore aujourd'hui, je crois que je suis pas très à l'aise en conduisant. Et le dernier, il m'en reste encore un, le 100e. J'avais annoncé que je ferais un spectacle. Finalement, ça prend un peu plus de temps, donc j'attends encore. Mais au milieu, il y a eu toute une série de défis à la fois sportifs. Par exemple, j'ai escaladé une cascade de glace, descendu une partie de la Loire en canoë, fait du chien de traîneau, essayé de courir 10 kilomètres en moins d'1 heure, nager 5 kilomètres au Maroc. Il y avait des défis qui étaient plus dans le développement personnel. Donc, arrêter de manger mes émotions, ne pas parler pendant 48 heures, vivre sans temps pendant plusieurs jours, donc ne plus avoir de notion de temps. Il y avait des défis plus farfelus et ça, c'était vraiment enfin laisser place à la fantaisie qui pouvait pas s'exprimer autrement, comme se teindre les cheveux en bleu, tenir 5 minutes en planche, ouvrir une ligne téléphonique de poésie où j'appelais les gens, enfin les gens pouvaient m'appeler et je récitais un poème. Voilà, en vrac. Ah oui, incroyable. Et alors, t'as fait ça seulement pendant 3 mois? Oui, Parce que c'est incroyable. Donc, t'avais plusieurs défis en simultané, j'imagine, à certains moments. parfois oui. C'était une grosse organisation, j'imagine, d'avoir tout ça. Et alors, comment t'as trouvé la motivation? Parce que c'est vrai que souvent on a des idées, puis t'aurais pu commencer sans finir. Comment t'as trouvé la motivation de te dire c'est maintenant, je fais ça, je me lance? Alors je pense qu'il y avait déjà la notion d'urgence, de se dire, en fait on était au mois de septembre, je suis née le 16 janvier. Et de se dire en fait, voilà, là, c'est maintenant, en fait, c'est dans 4 mois, donc 30 ans, le 3, si j'en fais un défi par jour pendant 3 mois. Donc je pense que le déclic, voilà, c'était aussi de se dire: «Il y a un cadre, ce cadre, c'est 3 mois et on se met à fond». Ensuite, et c'est peut-être l'avantage du compte Instagram, c'est le fait de le rendre public et de se dire: «Je vais documenter pour laisser une trace de ça». Il y a quand même une part d'engagement. Donc une fois qu'on l'a annoncé, c'est pas évident de retourner en arrière, même si évidemment, faut pas se mettre non plus un cadre qui soit trop rigide. Mais du coup, ça me motivait aussi pour voir mes actions. Et puis, ça faisait marrer les gens autour de moi qui pouvaient me suivre. Pour beaucoup, ça a entamé des réflexions, des discussions sur eux, qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire, quels sont les défis qu'ils aimeraient relever. Ça les a inspirés aussi, donc c'était vraiment un mouvement, un cercle vertueux. Et puis en fait, surtout, ça me procurait une joie. En fait, quand j'ai écrit cette liste de choses que je rêvais de faire ou dont je voulais me débarrasser, il y avait une notion d'évidence et que je pouvais pas rationaliser, en fait. Il y avait ça ce sujet, il me passionne, j'ai trop envie enfin prendre le temps d'explorer. Ce truc physique, j'ai trop envie de le faire, de voir comment je vais réagir, de me confronter. J'avais fait, par exemple, du saut en parapente, j'étais terrorisée, mais c'était tellement beau. Voilà, c'est juste, je sentais que cette flamme qui se ranimait en moi et qui faisait tellement de bien. Et donc, c'était ça la motivation. Quel a été le défi le plus dur à réaliser? Alors, hormis spectacle, puisque c'est celui qui te reste, mais sinon, quel défi t'a le plus marqué? Alors, je peux peut-être reprendre la liste parce que j'ai l'impression que avec le temps, ça évolue. Mais tu vois, il y a eu des défis qui ont été plus difficiles que d'autres. Par exemple, le défi du permis, évidemment, était finalement plus difficile que de plonger dans un bain de glace. Essayer le naturisme était presque plus facile que chanter en public. Tu vois, ce sont des choses comme ça. Je crois que le défi qui a été le plus difficile, ça a été d'en faire un par jour. Ça, c'était vraiment difficile. Oui, parce que c'est un rythme, parce que tu as une organisation quand même derrière chaque défi. Oui, et puis ça pose aussi beaucoup de questions de qu'est-ce que c'est que la zone de confort, que la zone d'inconfort et que la zone de panique? Qu'est-ce que je cherche à me prouver? Comment je cherche à me le prouver? Ça posait plein de questions en fait en sous-main aussi derrière
quelque chose de parfois aussi simple que apprendre un nouveau mot par jour, que voilà, pas manger ses émotions, découvrir l'histoire de ses ancêtres. Ça vient travailler quand même beaucoup de choses en nous. Je regarde en même temps la liste pour te dire peut-être lequel a été le plus difficile pour moi. Je prends quelques secondes en même temps. Courir 10 kilomètres en moins d'une heure, ça a été vraiment difficile. Et passer mon permis. Mais tu vois, c'était finalement pas ce que j'aurais pu penser au premier abord. Ouais. Et alors, comment on retourne à son quotidien après ça? Parce que tu vis tellement d'émotions, justement, c'est tellement intense. Comment après tu te remets dans une routine un petit peu? C'est une super bonne question. Et ça pose la question de à quoi j'ai envie que ma vie ressemble. Est-ce que, il y a une forme d'addiction aussi à cette idée, d'intensité permanente, de dépassement de soi permanent? On peut aussi se dire, «Est-ce que maintenant c'est bon? J'ai fait ce que je voulais faire. Est-ce que je suis assez? Est-ce que, je peux être juste, un peu plus posée?» La question qui est venue, c'est surtout: «Bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais de mon quotidien professionnel?» J'ai vu, mes passions, ce qui m'animait, les loisirs que je pouvais peut-être, intégrer dans mon quotidien, le type de relations que je voulais entretenir et comment je voulais partager et entretenir des relations. Mais il y a la question du contexte professionnel. Et l'un de mes défis, qui m'avait été donné par l'une de mes meilleures amies, c'était de trouver 2 clients pour, je cite: «mes idées de carnet». Et ces idées de carnet, en fait, c'était des carnets que j'avais commencé à faire pour mes proches. Donc, par exemple, j'avais une amie qui déménageait au Canada, je lui avais fait un carnet de voyage personnalisé avec, les restos qui lui plairaient à elle, 10 infos insolites sur le Canada, les balades qu'elle pourrait faire à Montréal. Bref, tout un petit livre personnalisé pour qu'elle trouve ses marques et qu'elle sache, à quel point je l'aimais. J'avais commencé à faire des carnets pour les 30 ans, pour les Pacs, pour les mariages. Et donc quand j'ai eu 30 ans et je me suis dit: «Bon, bah, maintenant, j'ai quand même fait un paquet de trucs. Qu'est-ce que je fais de ma vie?» Et j'avais toujours rêvé de monter ma boîte. Mon père avait été entrepreneur. J'avais la conviction qu'il y avait la place sur le marché pour des carnets qui soient différents, qui soient élégants et qui aient une âme. Puis il y avait ce défi que je n'avais pas réalisé et donc je me suis dit: «Bon, bah, go, je vais, créer mon entreprise et on va voir». Et alors, c'est venu de ce défi et comment ça a continué? Parce que, tu aurais pu, tu vois, créer, des carnets puis passer à autre chose. Comment, tu as réussi à en faire, Carnet Goguette qu'on connaît aujourd'hui? Je dirais que j'y suis allée étape par étape, et d'ailleurs, c'est amusant parce que dans le parcours, il y a eu plein de fois où le journalisme est revenu taper à ma porte. Une anecdote, que j'aime bien me rappeler, c'est, le jour où, j'ai, enfin, contacté, plein de directeurs artistiques, pour faire, l'intérieur, des carnets qui sont des cahiers d'écriture guidés. Donc à l'intérieur, il y a des rubriques, il y a toute une direction artistique, très belle et donc il fallait un directeur artistique, pour, faire, l'identité de ces carnets. Bah, le jour où je contacte tous les contacts qu'on m'avait, recommandés, il y a l'émission de mes rêves qui m'appelle pour me dire, «Vous aviez postulé il y a 1 an, est-ce que vous êtes toujours intéressé?» Et c'était quoi l'émission de tes rêves alors? L'émission de mes rêves, c'était C'est dans l'air. C'est une émission, voilà, d'information qui a été incroyable, qui est à une heure correcte à 18h, donc qui permet d'avoir, une vie à peu près, stable et puis voilà, c'était une émission, que j'aimais, tellement et ce qui est amusant, c'est que voilà, parfois, en fait, on doit aussi toujours, négocier. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme, bon, bah, voilà, la vie te donne l'opportunité. Est-ce que tu veux tester et qu'est-ce qui t'appelle le plus et est-ce que, voilà, les choses sont pas fermées. Mais quand même, créer une entreprise, ça prend tellement de temps, surtout pour moi qui, un avait dit que je ne ferais jamais de métier commercial et 2 qui n'avait aucune compétence, dans le milieu. J'avais jamais travaillé dans une entreprise «classique» entre guillemets, j'avais travaillé que pour des médias. Donc décrocher des contrats avec des revendeurs, commercialiser un produit, je n'avais aucune idée de comment on faisait tout ça. En revanche, je savais tous les carnets qui devraient exister. Tous les carnets que j'avais créés pour moi, qui m'avaient aidée, qui avaient changé ma vie et qui mériteraient tellement d'être connus par d'autres. Et donc je pense que c'est ça, qui permet la pérennité de Carnet Goguette depuis 4 ans. Ça a été de faire étape par étape. Donc déjà créer le premier carnet qui était, La Grande Aventure, un carnet de voyage pour, voyager différemment en se connectant à ses sens, aux gens qui sont là, qui nous entourent, voilà, pour, développer sa curiosité. Parce que c'est, la baseline de Carnet Goguette, c'est de la papeterie pour âme curieuse. Et ces 2 mots, ils sont vraiment importants parce que cette notion d'âme, c'est vraiment cette notion d'authenticité de ce qu'on va mettre sur le papier et la curiosité qui est très liée avec le journalisme, d'être curieux de tout, de soi et des autres. Et tous les ans, je sors un nouveau carnet
Donc ça permet de pas passer, trop vite à autre chose parce qu'il y a tellement de thématiques à explorer, donc et le voyage, ensuite la famille, ensuite l'évolution personnelle, ensuite le bien-être, le quotidien et en fait, on peut penser à tous les aspects de la vie. En fait, c'est un petit peu comme des carnets, tout ce qu'on connaît, un petit peu carnet de gratitude où on va lister, par exemple, les 5 choses qui nous ont fait du bien, dans la journée le soir. Toi, tu as plein de rubriques comme ça pour s'interroger un petit peu en fonction des thèmes? Exactement. En fait, l'idée, c'était, de partir, de la papeterie de développement personnel qu'on connaissait déjà, mais qui, je trouvais était un peu répétitive avec, souvent les mêmes citations inspirantes, des mêmes auteurs, les mêmes 3 gratitudes et en fait, je me dis: «Mais il y a tellement de grands questionnements qui traversent nos vies et qui nous relient dans une humanité, commune, en fait». C'est pas, juste pour, les trentenaires, qui se posent des questions sur leur vie, en fait. Pas du tout. Ça nous concerne tous, en fait. Quand on voyage, on va ressentir, des choses corporellement, dans nos sensations physiques, dans notre paysage émotionnel. Il y a des pensées qui vont nous traverser et ça, c'est pareil dans tous les domaines de notre vie. Donc par exemple, concrètement, dans le carnet de voyage, tu vas avoir, des rubriques, donc sur tes 5 sens, sur les traditions locales, sur la faune, sur la flore, mais aussi sur les émotions qui te traversent pendant ton voyage. Ce que tu as aimé découvrir, ce qui t'a interpellé. Dans le carnet de famille, tu vas aller interroger tes proches, t'interroger sur toi, c'est quoi ton rôle dans la famille, c'est quoi ta place, mais c'est quoi la personnalité de tes proches, de quoi ils sont fiers, quelles sont leurs erreurs aussi, qu'est-ce qu'ils ont envie de transmettre, quand ils seront plus là. Dans le carnet de bien-être, tu peux l'utiliser tous les jours pour te demander, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon paysage émotionnel, dans mon paysage des sensations physiques et dans le paysage des pensées et le best-seller qui est le carnet d'évolution, ça c'est celui qui, convainc le plus de monde. C'est un carnet pour se rendre compte de la richesse de son existence et de ce qui nous traverse. Souvent et c'était, mon cas, j'étais la reine pour me mettre des objectifs irréalisables. Donc chaque année, il fallait que je perde 10 kilogrammes, que je réalise, tel truc au boulot, que j'arrête, de fumer, de faire ci, de tel truc et tout. Bon, évidemment, il y a des choses qui se passent. On arrête de fumer, on passe son permis. Mais en fait, si je déplaçais mon regard et que je me disais: «Mais quels sont les gens que j'ai rencontrés qui m'ont nourri? Quels sont les lieux que j'ai visités qui m'ont, permis de respirer? Ou quels sont les accomplissements que j'ai eus?» Je me rendais compte à quel point la vie déjà était en ma faveur et à quel point en fait, j'évoluais même sans m'en rendre compte et donc ce carnet-là, il est très puissant parce qu'il va permettre à chacun de s'interroger sur ça, sur, quelles sont les émotions culturelles qu'il va avoir, qu'est-ce qui lui donne de l'énergie, qu'est-ce qui lui en prend, qu'est-ce qui lui ouvre le cœur, qu'est-ce qui le referme, donc voilà. Oui, c'est super intéressant. En fait, c'est plus la liste des choses à faire, mais plus la liste des choses que tu as déjà faites, en fait, que tu as déjà accomplies. C'est marrant parce que justement, à titre perso, j'ai toujours des énormes to-do, dans mes notes et depuis 1 an, j'ai fait une, liste des choses positives, tu vois? Toutes les choses, qui vont bien, dont je suis fière et je trouve que c'est aussi, ça fait du bien de regarder une liste d'accomplissements, de choses qui se sont passées plutôt que d'avoir toujours l'impression de toutes ces choses à accomplir, en fait, de plus regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc c'est un petit peu ça, en fait, ce carnet d'évolution. Ouais et on a tellement de pression pour faire plus au détriment de l'être. C'est un sujet dont on parle beaucoup, mais on a tellement l'impression et parfois mon projet de défi, ça a pu mettre un peu la pression, à des copines en disant: «Mais voilà, faire, faire, faire» et ce que j'avais envie de partager, c'est plus que comment on peut s'autoriser à être plus. Et donc ça passe déjà par le corps, on est tellement souvent dans notre tête et l'écriture, c'est une pratique corporelle. On l'oublie souvent parce qu'on a l'impression que, c'est que notre main, elle est au service de notre tête pour, écrire nos pensées. Mais en fait, c'est si on demande au corps: «Qu'est-ce que tu as envie d'écrire?» ou par exemple, je pense à ce poème de Rumi qui s'appelle, La maison d'hôte et qui commence par, enfin, un des moments du poème, c'est, «Qui frappe à ma porte?» Dans la méditation de pleine conscience, on observe, ce paysage justement des pensées, des émotions et des sensations mentales qui frappe à ma porte et l'écriture, c'est un peu ça, en fait. Qui frappe à ma porte, aujourd'hui? Quelles sont, les envies, les frustrations, les élans, les moments où au contraire on a plus envie de reculer et c'est être le témoin de ce qui nous traverse, plus que, être toujours dans une forme d'injonction permanente et pour rebondir, sur, cette, liste géniale que tu as faite, un truc que j'utilise parfois quand moi aussi ma to-do list elle déborde et que je me sens submergée, c'est que je fais des done list. Et donc à la fin de la journée, je me dis plutôt: «OK, qu'est-ce que j'ai fait?» et pour déjà se féliciter de tout ça. Ouais, bah, c'est vrai que c'est important, hein, parce que et puis sur les réseaux, on a
beaucoup tendance à se comparer justement, à voir tout ce que les autres, font et puis à se dire: «Bah, moi j'ai encore ça à faire». Donc j'imagine que, ta liste, avant tes 30 ans, ça a pu aussi, créer des frustrations. Alors est-ce que tu vas en refaire une, avant tes 40 ans? C'est une super bonne question, j'adore. Déjà, je vais avoir 35 ans en janvier, donc ça fera, 5 ans que ce projet, donc j'ai déjà prévu de faire un gros bilan pour montrer que, en fait, c'est pas anodin du tout. Ce qu'on décide de mettre dans la matière, si ça a pas forcément de logique. Parce que, par exemple, ce projet, au début, pour certains de mes proches ou tu vois, pour les parents, ils disaient un peu: «Mais elle est complètement folle, enfin, c'est heureusement que ça dure que 3 mois, en fait, parce que la vie, c'est pas ça, il faut être sérieux, il faut travailler pour gagner sa vie, puis il y a un statut social et puis voilà, tout ce cadre». Et il y avait plein de défis. Aujourd'hui, ils ont pris tout leur sens. Que ce soit de faire un atelier d'écriture, mon premier atelier d'écriture, c'était pendant ces 90 défis. Aujourd'hui, c'est moi qui en anime. La liste des mots, j'apprenais un nouveau mot par jour. Dans, mes newsletters, il y a, le mot du mois ou, voilà, parfois je l'utilise comme exercice d'écriture. Donc tout ça, c'est parti simplement de la joie et ça a, entre guillemets, «porté ses fruits» plus tard. Donc, en tout cas, déjà, j'aurai le bilan des 35 ans et je sais pas si je vais faire, une liste pour les 40 ans. Mais si en fait, du coup, maintenant, dès que j'ai un truc qui m'allume, tu vois, qui m'anime, ben je me dis: «Bah, voilà, je vais le faire, en fait». Oui, tu le fais tout de suite. Tu attends pas, d'avoir, tout ce cadre-là. Et alors, comment tu organises ton activité aujourd'hui? Donc, est-ce que tu peux peut-être nous présenter un petit peu Carnet Goguette? Où c'est vendu? Comment tu as organisé ton équipe? Et puis, tu disais que tu étais encore journaliste. Alors, c'est aussi intéressant que tu nous expliques un petit peu comment tu cumules les 2 parce que ça peut être, une transition intéressante pour les personnes qui veulent se reconvertir, plus en douceur. Oui, alors donc aujourd'hui, ça fait donc 4 ans que, j'ai créé, Carnet Goguette. J'ai évolué en statut. Au début, j'étais en auto-entrepreneur. Je le dis parce que ça peut être intéressant aussi pour, ceux qui commencent, de se dire que voilà, les choses, elles se font aussi, pas à pas. Maintenant, je suis en SASU, donc un autre statut de société, qui permet, d'autres, évolutions. Aujourd'hui, on a une collection, de cahiers d'écriture à thème, donc ce dont je parlais, cahier de voyage, carnet de famille, carnet d'évolution, carnet du quotidien. Ensuite, il y a des ateliers d'écriture en présentiel à Paris. Donc ça, il faut regarder sur le site ou s'inscrire à la newsletter pour être tenu au courant. Il y a aussi ce que j'ai appelé les dîners à table avec, où on dîne autour de femmes inspirantes. Ça, c'est une fois par mois environ. On va d'abord écrire et méditer, parce que la méditation a une place très importante dans mon approche de l'écriture et dans la création des carnets. Et ensuite, on dîne autour de cette femme inspirante pour recréer aussi un peu d'horizontalité dans les rapports et lever un peu le voile sur, justement, qui sont les gens qui nous inspirent. Maintenant, et ça c'est que depuis cet été, il y a aussi des ateliers en ligne. Là, ce sont des programmes, de plusieurs séances, en général minimum 4 à 6 sur plusieurs mois pour approfondir un sujet grâce à l'écriture. Donc ça, par exemple, celles qui commencent, les cohortes du mois d'octobre vont porter sur, avancer sur un projet. Si vous rêvez d'avancer sur un projet et que vous le procrastinez, c'est maintenant, on va en 4 séances tout débloquer grâce à l'écriture. Un autre pour apprendre à se connaître grâce à l'écriture. Ça, c'est vraiment passionnant. Si vous êtes curieux de vous-même, que vous avez envie de découvrir un peu plus qu'est-ce qu'il y a au fond de vos tripes, il est fait pour ça. Et un niveau 2 pour avancer sur son projet. Ça, c'est pour les filles ou les hommes, mais on est quand même majoritairement entre femmes, qui ont envie de continuer à avancer sur, le chemin de leur projet, qu'il soit professionnel ou personnel d'ailleurs. Donc tout ça, c'est Carnet Goguette. Aujourd'hui, les carnets sont vendus dans une trentaine, de boutiques en France, à l'étranger. En France, vous pouvez notamment nous trouver dans des adresses magnifiques, comme, Le Bon Marché, dans le 6e arrondissement. On est aussi chez Albertine à New York et on fait aussi des carnets sur mesure pour les entreprises. Donc, par exemple, pour des, clubs, de femmes leaders qui ont envie d'avoir des carnets sur mesure, avec, leurs valeurs, leurs questionnements, voilà, pour, tous ceux qui ont envie et qui croient dans la puissance du papier. Et à côté, et alors ça, je vais pas te mentir, parfois c'est un petit peu chargé, du coup, au niveau du quotidien. J'écris énormément pour Méditation Magazine, qui est un magazine, trimestriel dans lequel je vais pouvoir aborder, tous ces sujets que je maîtrise assez bien finalement, de la méditation de pleine conscience, au quotidien dans tous les aspects de la vie. Là, par exemple, dans le numéro qui sort, le 3 octobre prochain, j'ai interviewé, le moine bouddhiste Mathieu Ricard, qui nous parle de sa vision du monde. Et voilà, et après selon les sollicitations, je réponds positivement ou négativement selon, le temps dont je dispose.
Alors je trouve que c'est super intéressant, ce que tu as fait avec Carnet Goguette parce que, bon, ce dont on se rend compte en général, c'est que, c'est dur de gagner sa vie avec, des produits, comme des carnets, tu vois, tu les vends à combien? 30-40 € et Ouais. donc souvent, après les personnes, en fait, font de leur marque vraiment quelque chose de plus, lifestyle, ils ou elles vont s'orienter vers, des ateliers d'écriture, enfin tout ce que tu peux faire un petit peu autour des animations. Et je trouve que c'est une super idée pour, déjà enrichir sa marque et puis ensuite, en général, mieux gagner sa vie, grâce, à d'autres choses dont on n'aurait pas forcément pensé au tout début. J'imagine que quand tu as lancé tes carnets, tu avais pas imaginé, tout ça après et je trouve que ça on le voit de plus en plus sur les nouvelles marques un petit peu, ce côté, 360 en fait des marques qui permettent, bah, voilà d'avoir une marque plus riche et puis, d'avoir, un système un peu plus, rentable. Comment toi t'as eu peut-être, comment t'as pensé un petit peu à tout ça et puis comment t'as réussi à créer toute cette histoire autour de Carnet Goguette? Alors, c'était très égoïste. En fait, au bout de 2 ans, d'entrepreneuriat, j'ai été rattrapée par, cette idée qu'en fait, je voulais pas faire de métier commercial et encore aujourd'hui, c'était pas ma vocation, vraiment pas. Parce que c'est dur, oui, de toujours, ce côté un petit peu matraquage, de toujours rappeler ses produits et que pour que ça se vende, c'est d'être oui, d'être vendeur, en fait, c'est difficile. Oui, c'est difficile et puis je crois qu'il y a des gens qui sont faits pour ça. Je perdais, mon élan vital. En fait, si en fait, au bout de 2 ans, je me suis, rendue compte bon, déjà, l'entrepreneuriat, c'est difficile. On en fait, on le présente beaucoup comme la solution à, énormément de choses, justement, au mal-être, de la vie, d'entreprise. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde et que c'est, beaucoup plus c'est et que c'est vraiment difficile. En tout cas, moi, ça a été l'expérience aussi que j'en ai faite. J'ai pas envie de romantiser, les choses. C'est vraiment pas évident. On fait, 15 métiers qu'on ne connaît pas. On travaille et maintenant j'ai mis un cadre, mais au début, je travaillais, mais c'était presque du 7 jours sur 7. On y pense en permanence, tout repose sur nos épaules et tout. Donc voilà, il y a aussi ça quand même à prendre en compte et moi, au bout de 2 ans, je me suis dit: «Bon, évidemment, j'adore créer mes carnets». C'est vraiment un plaisir, c'est un plaisir de les utiliser et c'est un plaisir d'avoir les retours des gens, en me disant, bah, par exemple, le carnet de famille qui est celui-là, qui s'appelle La Lignée, quand j'ai des gens qui m'écrivent en me disant: «J'ai passé l'après-midi avec mon grand-père, qui m'a enfin parlé, de, son enfance pendant la guerre. J'ai appris que ma grand-mère était la première femme à avoir eu le permis en France». Ça, c'est une histoire vraie, enfin, c'est l'arrière-grand-mère d'une cliente. Ça me donnait vraiment un sentiment très fort de sens, mais la vie quotidienne de l'entrepreneuriat, c'était du travail administratif, du démarchage commercial et en fait, surtout en termes de lien humain qui était quelque chose de central pour moi et notamment dans mon métier de journaliste, je n'avais plus que des clients, des prestataires ou, des freelances avec qui je pouvais travailler. Mais en fait, il y avait plus personne que j'écoutais juste gratuitement. Et en fait, cette notion de gratuité, pour moi, elle est vraiment importante. Cet aspect transactionnel permanent dans la vie, professionnelle me gênait et donc je me suis dit: «Bon, en fait, c'est simple, si je ne fais que vendre des carnets, j'arrête parce que ça ne me correspond pas, ça ne va pas». Qu'est-ce qui me manque? Il me manque du lien humain, de l'impact et montrer qu'en fait, je vends pas un produit, je vends une manière d'être au monde et ça, il y a ce côté d'humanité partagée. C'était vraiment un moyen de me relier avec, les autres et donc j'ai commencé à créer À table avec, les dîners inspirants, où je me suis dit: «Voilà, je vais pouvoir partager ma passion de la méditation et de l'écriture et en même temps, ce qui me donne une énergie folle, c'est, ces femmes qui m'inspirent et on va pouvoir juste se relier ensemble à la même table, loin des réseaux sociaux» et ce que tu dis est très vrai. Sans doute que c'est rentable pour certaines entreprises, mais je crois qu'il y a aussi et surtout une demande d'expérience et que les gens ont besoin d'être en relation, en fait. On est tous derrière les réseaux sociaux à parfois, se projeter sur, la vie qu'on pense que les autres ont, à, peut-être montrer la nôtre telle qu'elle n'est pas forcément et je crois qu'il y a une vraie demande pour juste se relier de manière, authentique et c'est pour ça que j'ai commencé à créer des événements en présentiel, entre humains, avec un lien commercial qui était, moins fort, même si évidemment les événements sont toujours payants parce qu'il faut bien, il y a des frais et puis il faut bien aussi, se rémunérer pour son travail. Mais ça me permettait, voilà, d'être, c'était vraiment un sursaut vital avant d'être, un bon plan, marketing. Oui, 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 j'imagine. Après, c'est vrai que ça permet aussi de diversifier son offre, en fait, de faire, beaucoup plus de choses et je trouve que c'est intéressant parce que,
Parfois, on a des produits comme ça qu'on aime bien, on a envie de les vendre et après, on ne pense pas à tout ce qu'on peut créer autour. Et c'est chouette, je trouve, de se lancer avec un produit et puis de voir après où ça peut t'emmener, puisque finalement, c'est voilà les petits carnets comme ton ami le disait, qui t'ont amené après vers toutes ces expériences humaines qui sont super intéressantes. Et alors, quel serait ton plus grand rêve professionnel? Voilà, c'est ton rêve le plus fou. Comment tu vois un petit peu la suite? J'adore cette question. Déjà, je me souhaite de pouvoir, continuer à créer tous les carnets, que j'ai envie de créer. C'est énormément de travail, c'est énormément de trésorerie à chaque fois. Donc, c'est toujours un petit pari chaque année, rien n'est jamais, gagné. Il y a tellement de thèmes que j'ai envie de créer. Pour moi, c'est comme si je sortais un livre entre guillemets, bien sûr, de manière, très humble, chaque année. Parce que comment tu fais? Tu fais tout ton stock, directement? Un petit peu comme on lance une collection de vêtements? Oui, exactement. Moi, j'imprime, à plusieurs milliers d'exemplaires et après, le stock s'écoule, au cours de l'année ou voilà, ça dépend des quantités, ça dépend puis, comment on évolue aussi un peu plus, chaque année. Donc je me souhaite de continuer à créer tous ces carnets, de continuer à créer encore plus de liens. Je prends beaucoup de plaisir à accompagner les gens dans leur écriture. Je me souhaite d'écrire aussi, d'avoir encore plus de temps pour écrire moi. J'ai lancé ma newsletter, personnelle, là en septembre qui s'appelle, Sophie en goguette sur Substack, parce que j'avais besoin de plus d'espace pour parler de tout ce qui me crée de l'émotion. Je crois que le plus grand rêve professionnel, c'est de pouvoir être, pleinement dans ma singularité et mon authenticité au quotidien. Je crois que ça, que ce soit Carnet Goguette ou autrement, mais de pouvoir continuer à me nourrir et à transmettre. Donc voilà, c'est le plus grand rêve. En fait, c'est super intéressant parce que j'ai eu l'impression que finalement, dans ton métier de journaliste, tu avais pu être un peu bloquée au niveau de ta créativité dans des cadres, puisque finalement, tu travaillais pour une émission et que là, tu as réussi à te créer ton propre moyen de communication, en fait, qui est illimité, justement, en termes de créativité. Ouais, c'est exactement ça et je crois que le mot illimité, tu touches exactement, ce qui m'anime. C'était ce côté d'infini et c'est ça que j'adore, en fait, avec le carnet, c'est pas un hasard, si je fais ça, c'est que, c'est d'une simplicité déroutante. On a juste besoin d'un stylo et d'une feuille blanche. Bon, évidemment, moi, il y a des questions et puis c'est joli, il y a de la dorure, mais au final, c'est un décorum qui rend les choses un peu plus cosy. Mais avec une page blanche et un stylo, on peut voyager dans des mondes infinis et c'est ça que j'aime, c'est la puissance et la simplicité de la pratique. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Alors, un conseil qu'on t'a déjà donné et que tu aurais envie de partager aux auditeurs. Est-ce que je peux prendre quelques secondes pour, Oui, réfléchir? bien sûr. Je crois que c'est, celui de prendre du plaisir. On peut vite l'oublier dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de pression, que tout repose sur nos épaules, une pression financière, il faut délivrer, il faut quand même, avoir des objectifs, mais on fait tout ça pour quand même prendre du plaisir et réaliser nos rêves. Donc si, la pression prend le dessus, sur le plaisir et que, on est complètement, abasourdi de toute la difficulté du quotidien, on passe à côté de quelque chose. Donc, rester quand même dans cette énergie de se faire du bien, de se faire plaisir, parfois de prendre une après-midi parce qu'on est indépendant et qu'on peut prendre notre après-midi, voilà, de continuer à être, dans cette énergie-là. C'est vrai que parfois on oublie, en fait, on se réenferme dans un nouveau cadre. On oublie un petit peu ce qui a pu nous pousser à changer les choses et puis finalement on se remet des limites puisque c'est un peu ce qu'on connaît, je pense. Exactement et puis on devient vite aussi notre propre tyran, hein. Je pense qu'on est les pires boss. Jamais un boss, nous parlerait comme on se parle à nous-mêmes, et donc effectivement un peu plus de douceur. Un grand merci Sophie, donc je mettrai les liens vers tes réseaux, ton site internet parce qu'on peut aussi commander les carnets en ligne. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci Claire-Vie. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs.
Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.